Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Drone News. Drone News, l'émission qui fait le tour de l'actualité drone. Et on commence tout de suite avec un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la livraison par drone. Vous savez que depuis des années on est plutôt sceptique vu les contraintes qu'apporte ce type de solution, et plusieurs entreprises mettent les moyens en recherche et développement depuis plusieurs années sur cette technologie. L'une d'entre elles, c'est DHL, la célèbre entreprise de transport qui avait fait des expérimentations en 2018 en Tanzanie, mais aussi qui avait passé un partenariat avec Ehang, la fameuse société chinoise qui fait du transport de personnes avec des drones. Et bien DHL a justement déclaré qu'ils arrêtaient l'expérimentation autour des drones. Ce n'est pas la première entreprise qui commence à abandonner l'idée, et on a également des nouvelles du côté de Amazon. Vous avez déjà peut-être entendu parler de Prime Air, c'est ce projet d'Amazon qui projetait de faire des livraisons par drone. L'endroit où ils avaient développé ce projet, c'était le Royaume-Uni, et on vient d'apprendre que cet été, plus de 100 licenciements ont eu lieu dans cette branche d'Amazon. You're fired! You can't fire me, I quit! Les vidéos promotionnelles ont été retirées et Amazon arrête de faire la promotion de cette activité. De nombreux dysfonctionnements ont été ébruités en interne, entre autres toute la section analyse d'images qui a été fermée puis réouverte. Mais globalement, ce qui ressort des informations, c'est que le projet paraît surréaliste et que donc techniquement, c'est pas un projet qui pourra arriver à terme. C'est surréaliste pour moi. Ça rejoint nos conclusions d'il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, et on voit effectivement toute la difficulté de mettre en œuvre ce type de technologie pour de la livraison. Dans les différentes contraintes, on avait parlé de l'autonomie, de la météo, mais la société Wing de Google a rencontré encore un autre problème pour ses livraisons en Australie. Et les livraisons de la société de Google viennent d'être mis en pause le temps d'étudier le problème qui s'est présenté à eux. Les drones se sont fait attaquer par des corbeaux. Je vous laisse voir les images. Les oiseaux sont un autre vrai problème pour les drones de livraison, comme il peut déjà l'être parfois pour nous en tant que prestataires. Et Google a préféré mettre en pause les livraisons avec ces appareils le temps que des experts en ornithologie se penchent sur le sujet pour savoir si ça présente un risque entre les drones et les oiseaux. Et comme on l'a dit, les oiseaux ne font pas qu'attaquer les drones de livraison, et je vous laisse voir ces images d'un pilote de drone FPV qui a été attaqué par un oiseau. Cette fois, c'est l'œuvre d'une pie, et donc dans les oiseaux les plus coriaces, il y a les pies, les corbeaux et surtout les mouettes, donc faites attention si vous voyez qu'un oiseau tourne un peu trop proche de votre drone lorsqu'il est en train de voler. En tout cas, s'il y a un endroit où les livraisons par drone sont bien efficaces, ce sont généralement dans les prisons. Cet été, un drone a été retrouvé dans une prison de Nîmes avec le contenu de sa cargaison. On y a retrouvé dedans des câbles pour téléphone, de quoi fumer de la chicha et des petites scies. Le drone a été retrouvé à l'intérieur de la cour de la prison et on suppose que d'autres livraisons ont dû être effectuées, car il est encore extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir un système de détection et d'interception des drones qui soit complètement efficace. Évidemment, on suppose que ce n'est pas un drone DJI qui a effectué la livraison, étant donné qu'il y a des no-fly zones qui sont intégrés au logiciel, et on peut supposer que les livreurs n'ont pas activé leur numéro d'identification à distance ou marqué l'appareil. Je suppose. Sans transition, vous vous êtes déjà peut-être demandé est-ce qu'il était possible avec un drone de retirer une serviette pendant qu'on plaquait un verre sur son front grâce à un souffleur de feuilles. Si c'est le cas, vous avez des graves problèmes de santé mentale. C'est en tout cas ce que nous propose l'Instagrammeur USP et je vous laisse découvrir les images. Donc oui, c'est possible. Encore un mystère résolu. Allez, maintenant, on va parler tout de suite application professionnelle. Lorsqu'on fait de la photogrammétrie, c'est-à-dire de la topographie par drone sur de grandes distances, le problème qu'on a, c'est qu'avec un terrain qui bouge, on ne garde pas la même distance de prise de photo par rapport au terrain. Il faut pour ça qu'il y ait des indications d'altitude qui soient enregistrées dans l'appareil pour pouvoir garder un écart toujours constant. Et bien, Drone Harmony vient de sortir sa carte d'élévation pour la préparation de mission pour la France. Ça permettra donc aux professionnels qui font des topographies sur de grandes surfaces de pouvoir ajuster leur vol en fonction du niveau du terrain. C'était une fonctionnalité qui était attendue et donc maintenant, grâce à cette sortie, on aura les données pour la France. Il existe de plus en plus d'associations ou d'organisations qui se montent en Europe et à l'étranger pour pouvoir sauver les fans des moissonneuses. En effet, lorsque la saison des foins arrive et que les machines agricoles viennent pour récolter le foin, les fans profitent des hautes herbes pour pouvoir cacher leurs petits. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de fuir, les fans se retrouvent pétrifiés, ne bougent plus et parfois des fans sont emportés par les faucheuses. C'est pour ça que des drones thermiques viennent à la rescousse des agriculteurs pour pouvoir identifier à distance où sont ces
éléphants grâce à l'émission de leur chaleur corporelle. Alors certes avant il y avait des battues en marchant qui étaient effectuées, mais le drone est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour arriver à les détecter. Les chances de réussite, quand on faisait à pied à l'époque, on va dire qu'on avait une chance de réussite de trouver un fond, d'arriver autour des 50%, alors que maintenant qu'un drone, on est à 95% de réussite. Pour donner un exemple d'application, il y a une association qui s'appelle Sauvetage Faons Suisse qui cette année a sauvé plus de 2500 faons dans les champs grâce au drone. Cette association a survolé cette année 16 500 hectares pour pouvoir trouver les petits faons qui ont été déposés par leur mère dans les hautes herbes. Il existe également des associations qui font ça en France et on espère que l'usage de ces drones thermiques deviendra un usage courant dans les années à venir. Vous avez déjà peut-être vu des personnes qui essayent de voler avec un drone. Entre autres, on a Frankie Zapata en France et il y a un Américain du nom de Hunter Cowald qui a bidouillé un 8 rotor avec une télécommande pour arriver à voler en solo. Avec cet engin construit en fibre de carbone et ses 8 moteurs, il a dit qu'il était capable d'assurer un vol même si 2 moteurs tombaient en panne. Pour faire la promotion de son appareil, il est entre autres allé avec l'influenceur Ross Smith pousser les limites et voir s'il était capable de marquer un panier de basketball en volant. Heureusement pour lui, personne n'a été blessé dans l'histoire, mais vu l'impact qu'il y a sur le ballon, on a eu de la chance. Quelle chance! Ça, c'est un sacré coup de bol! On vous le dira jamais assez, faites attention, le plus grand risque avec un drone, c'est les coupures avec les hélices. Oui, et c'est l'erreur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Hunter Cowald va passer quelques soirées à faire des soudures. Est-ce que vous vous souvenez du V-Copter Falcon de 00 Robotics? Ce projet avait été porté en 2019-2020 par la société, c'était d'avoir un drone avec seulement 2 hélices. Le projet était de réduire le nombre d'hélices pour augmenter l'autonomie du drone. La prouesse technologique était plutôt chouette à observer et on avait hâte de voir si ce type de drone pouvait se développer ou non. Les personnes qui ont participé aux précommandes devaient être livrées en février 2020. On voit que c'est toujours pas le cas, mais un influenceur chinois du nom de Sami Luo a pu faire un premier test et une première prise en main. Il montre que déjà, le drone est capable de voler, donc il est possible d'avoir un drone avec seulement 2 hélices, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ses conclusions en vidéo sont qu'en termes de sensation de vol, c'est un peu plus pâteau qu'un drone DJI par exemple, que l'appareil est un peu moins bruyant, et l'autonomie qui était annoncée de 50 minutes était en fait plus proche des 35-40 minutes. Il a voulu tester le suivi automatique de l'appareil et a réussi à le crasher. And then, crashed. On voit donc que la société 00 Robotics avance sur le sujet, même si elle a énormément de retard, que c'est possible, mais on attend toujours ce drone pour pouvoir l'essayer avec nos propres mains. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec le crocodile, mais on a vu plein de vidéos sur le sujet. La première d'entre elles a été tournée en Floride et on y voit un drone qui est littéralement avalé par un crocodile. Le drone volait à basse altitude juste au-dessus de l'animal et qui l'a happé d'un coup de mâchoire. Le plus triste dans l'histoire, c'est que la batterie a certainement dû être endommagée et que du coup la batterie a commencé à fumer. Et je suis pas sûr que le lithium-ion ça soit bien digeste et sans danger pour l'estomac. On vous le rappelle, les batteries d'un drone, si elles sont perforées, sont extrêmement inflammables. Et ce pourquoi je vous ai dit qu'il se passait quelque chose en ce moment, c'est parce qu'il est arrivé la même mésaventure à un journaliste d'ABC News en Australie. La vidéo a été tournée dans le cadre d'une célébration des 50 ans d'interdiction de chasse aux crocodiles. Alors si la précédente vidéo c'était un Spark, cette fois c'était un Mini 2. Pareillement, l'appareil volait à très basse altitude, le drone l'a croqué mais cette fois l'a relâché. Il a été retrouvé seulement 2 semaines plus tard et on peut voir qu'il a bien été mâchouillé. Conclusion de l'histoire, laissez les crocos tranquilles, sinon ça sera votre drone qui aura l'écrou. Allez, suite aux dernières vidéos sur la chaîne, on va aller voir du côté des constructeurs pour voir les nouveautés qui ont été annoncées. Suite aux rumeurs dont on a parlé du côté de Autel Robotics, une nouvelle gamme vient de sortir. Tout d'abord, pour les moins de 250 grammes, le Nano et le Nano Plus. Ce sont des concurrents directs au Mini 2 déclinés en 2 versions. La première version aura un capteur 1,5 pouce et pourra prendre des photos en 48 mégapixels, certainement comme la technologie Quad Bayer qu'on a pu voir sur le Mavic Air 2. Une autre version avec un capteur un tout petit peu plus gros, sur 1,28 pouces, aura lui des capteurs d'obstacles contrairement au Mini 2. C'est donc le premier drone de moins de 250 grammes avec des capteurs d'obstacles et ça c'est une très bonne nouvelle. Ce qui surprend par contre, ce sont les tarifs qui ont été annoncés. 649 $ pour la première version, 799 $ pour la deuxième. Vous êtes au-delà du budget, c'est beaucoup trop cher. Je comprends. Ce sont des prix qui sont très chers et il va vraiment falloir voir s'il y a un public pour ce type de technologie sous les 250 grammes à ce prix-là. Autel Robotics a également annoncé 2 modèles qui sont plus lourds, autour des 820 grammes, le Evo Lite et le Evo Lite Plus.
Pour le Evolite, il s'agira du même capteur 1 sur 1,28 pouces. Et pour le Evolite Plus, un capteur 1 pouce, donc ce qui correspondrait à un Mavic 2 Pro. Ces modèles plus lourds ont pour avantage leur autonomie annoncée à 40 minutes. Cette gamme sera située entre 1100 et 1300 $, ce qui semble un peu plus cohérent par rapport aux modèles existants sur le marché. Bah je vous remercie. Merci. Il ne restera qu'à attendre leur date de sortie définitive, annoncée pour novembre 2021, et surtout leur date de sortie en Europe. À savoir qu'il y a également une troisième surprise qu'on attend avec impatience, ça serait un hôtel robotique compact avec un capteur 4 tiers. Et ça, on en a déjà parlé ici. En tout cas, cette sortie pour Hotel Robotics intervient dans un contexte cet été qui a été tumultueux. Le nouveau CEO de Hotel Robotics, Randall Warnas, a été élu en juin 2021. Il est à peine resté quelques mois et vient d'être débarqué. Ce qui est surprenant, c'est surtout la manière avec laquelle ça a été fait, vu qu'il a publié un post sur LinkedIn qui décriait les conditions dans lesquelles il a été accueilli. Il a été surpris de voir comment l'entreprise était constituée et a eu un manque de manœuvre par rapport à certaines décisions qui ont été prises de manière injustifiée. Il a préféré dans ces conditions renoncer à son poste et annoncer intégrer une nouvelle entreprise en septembre. You can't quit, I quit! Et vous avez peut-être dû voir, du côté de DJI, c'est en train de bouger et l'annonce de 3 nouveaux produits vient d'être faite. Le titre de la publication de DJI sur Twitter était, on pourrait le traduire comme ça, les bonnes choses viennent toujours par 3. Et DJI a annoncé 3 dates qui vont avec ces 3 parties, le 20 octobre, le 27 octobre et le 5 novembre. Les 3 produits qui vont sortir, on en est quasiment sûr, ont bien été identifiés. Déjà dans un premier temps, vous vous en doutez, le Mavic 3. On a eu de nouvelles photos qui ont fuité, on l'a vu sous toutes ses coutures, en vol, on a vu également sa batterie qui a fuité de manière indépendante, l'arrière de la batterie qui d'ailleurs ressemble beaucoup à l'annonce qui était programmée au 5 novembre, peut-être que ça sera ça. Mais quels sont donc ces 2 autres produits qui sont peut-être moins attendus et qui vont sortir en même temps? L'un des produits que vous connaissez peut-être pas, c'est le Ronin Pro. Le Ronin Pro, c'est une sorte de méga caméra avec une nacelle de stabilisation pour les professionnels. Le bloc caméra permet d'accrocher plein d'accessoires et on a vu pas mal d'images fuitées sur des tournages professionnels de ce prototype. C'est pas la première fois qu'on voit que DJI souhaite attaquer le marché du cinéma et de la vidéo haut de gamme, on va dire, et on a hâte de voir si ça sera plus pratique par exemple que des caméras traditionnelles qui sont sur des nacelles stabilisées. Il est fort probable que l'on retrouve des caméras qui ressemblent beaucoup à ce qui a été fait sur l'Inspire par exemple. Et le dernier nouveau produit, ça serait une Action 2e génération. Une des boîtes produits a déjà été retrouvée en fuite sur le bureau d'un influenceur. Cette caméra serait une toute petite caméra qui serait dédiée vraiment au moment d'action, peut-être aussi au FPV, et qui en plus d'être toute petite serait modulaire. Ça permettrait par exemple de pouvoir attacher un écran et le séparer pour pouvoir optimiser le poids. Ce serait une caméra qui serait optimisée pour les racers et on a hâte de voir si par exemple ça permettra de concurrencer une GoPro avec sa stabilisation Real Steady Go. En tout cas, ce mois d'octobre, il va être chouette niveau nouveautés et on a hâte de voir tout ça et de pouvoir vous les présenter. J'ai vraiment hâte. Et on ne pouvait pas terminer ce tour des nouveautés en vous parlant de Parrot qui est en train de faire les tests avec son Anafi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le nouvel Anafi de Parrot permet d'avoir une connexion 4G et donc de ne plus dépendre de la liaison radiocommande drone. Théoriquement, ça permettrait d'avoir une portée illimitée qui ne serait donc limitée que par l'autonomie du drone en lui-même. Et bien Parrot a fait plusieurs essais, dont un en Islande où ils ont pu parcourir une distance de 27 km sans interruption de la liaison radiocommande drone. Pourquoi en Islande? Tout simplement parce que c'est le pays qui est le plus permissif au niveau de la réglementation. Et la preuve en est, Parrot a également tourné une vidéo à Dubaï avec le même type de vol à longue distance et finalement Parrot a décidé de retirer cette vidéo de sa chaîne YouTube. Alors est-ce que c'est une performance? Oui. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Vu les réglementations actuelles autour des drones, c'est peut-être un peu trop en avance pour son temps. Je reste relativement sceptique par rapport à ce matériel, à part son côté open source qui permettra de développer des applications tierces qui pourraient être sympas, je vois pas trop l'utilité dans la gamme de produits actuels pour les professionnels. Et j'ai oublié un constructeur. En effet, Skydio commence à montrer sa stratégie pour son expansion et pour venir peut-être enfin en Europe. Martin Brandenburg a été annoncé en tant que vice-président des affaires internationales ce 5 octobre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la seule embauche qui a été faite ces derniers temps. On commence à voir chez Skydio de l'embauche du côté des profils européens et ça s'annonce de bonnes nouvelles à mon avis pour les mois et les années à venir. On a hâte d'avoir un drone avec une reconnaissance d'obstacles aussi poussée que chez Skydio débarquer en Europe. Et en parlant d'évitement d'obstacles, on a une innovation qui vient de sortir sur des drones FPV qui arrivent à naviguer seuls dans les forêts à plus de 40 km/h. C'est encore une fois l'université de Zurich qui présente cette innovation avec cette fois une couche de deep learning. Il est extrêmement difficile de faire de la détection d'obstacles, surtout sur les drones parce
parce que les capteurs peuvent être imparfaits, il peut y avoir énormément de données à traiter et les puissances de calcul ne sont pas forcément suffisantes. Et donc du coup, les chercheurs de l'université de Zurich ont entraîné des drones en deep learning, plus précisément avec un réseau neuronal convolutif, pour arriver à trouver un chemin optimal duquel les appareils devaient se rapprocher le plus possible. Et les résultats ont été là parce qu'après la simulation, les appareils ont été testés avec cet algorithme en temps réel et donc on a un taux de réussite de 100% d'évitement à 18 km/h. À partir de 25 km/h, on commence à voir les premières collisions, mais c'est déjà super d'un point de vue vitesse et évitement d'obstacles. Et à 36 km/h, même s'il y a beaucoup plus d'obstacles, les drones arrivent à éviter les obstacles dans 60% des cas en terminant leur parcours. On se rapproche donc de plus en plus vers de l'évitement d'obstacles qui est de plus en plus performant et ça c'est une bonne nouvelle pour les pilotes en herbe. Et au-delà de l'évitement d'obstacles, certaines entreprises innovent sur les compétitions sportives avec des drones de course. Et devinez quoi ? C'est encore l'université de Zurich qui a frappé. Pourquoi la ville de Zurich se la pète-t-elle? Ils ont réussi à développer un algorithme qui permet de décomposer la trajectoire d'un drone dans le cadre d'une compétition sportive et calculer la meilleure trajectoire entre ces points pour optimiser le vol. Et avec cet algorithme, le drone a largement battu les pilotes professionnels qui se sont battus contre lui. Non seulement tous ces tours ont battu ceux des êtres humains, mais en plus, l'appareil était d'une régularité constante. Alors bien sûr, il faut paramétrer le drone par rapport au circuit pour l'instant en amont du lancement de l'appareil, ce qui fait qu'un humain est toujours plus performant aujourd'hui parce que lui n'a pas besoin de préparation. Mais on pourrait voir une nouvelle discipline émerger avec ces drones de compétition avec intelligence artificielle. En tout cas, la relève est bien là. Regardez cette vidéo de Piper FPV qui fait du S-Bang. Vous voyez que son pilotage est déjà meilleur que le mien. Et bien sachez que ce pilote a 6 ans. Voilà, qui sait, peut-être qu'il prendra sa retraite à 15 ans. En tout cas, les images sont impressionnantes. Vous le savez, en France, les drones sont bien réglementés. On a fait plein de vidéos sur la réglementation. Vous pouvez retrouver par exemple une question sur les questions que vous pouvez vous poser sur l'Union européenne juste ici. Et un pilote amateur a eu la mauvaise expérience de voler au Mont-Saint-Michel et de se faire attraper, le Mont-Saint-Michel étant une zone interdite. Il s'agissait plus précisément de 2 groupes de jeunes passionnés de parcours qui avaient entrepris de grimper le Mont-Saint-Michel illégalement. L'un des pilotes n'ignorait pas la réglementation vu qu'il était en BTS audiovisuel et avait été sensibilisé à la question de la réglementation des drones. Résultat, le tribunal a prononcé une amende de 4 000 €, dont 3 700 € d'amende avec sursis, 100 € d'amende contraventionnelle et lui a rendu son drone. Le deuxième pilote s'en sort avec une amende de 2 000 €, dont 1 700 € avec sursis, soit 300 € à payer. Autant dire que les deux pilotes s'en sortent très bien, parce que la plupart du temps, la confiscation du matériel est immédiate. Conclusion de l'histoire, allez toujours voir une carte avant de voler, cette zone était très clairement déclarée comme interdite sur les cartes pour les vols de loisirs. Autre sujet, autre loisir, est-ce qu'à votre avis c'est pertinent d'utiliser un drone pour filmer une balle de golf? Alors on a déjà vu des drones FPV, essayer de suivre la balle comme ça c'est magnifique, c'est très compliqué à faire. Et quelqu'un a décidé de faire un plan un peu plus classique en filmant un golfeur à distance, sauf que la chance était vraiment pas de son côté ce jour-là. Le drone ne s'est même pas pris la balle comme on pourrait le croire, mais il s'est pris le morceau de terre qui est parti avec la balle. Pas de chance pour lui, il était positionné au mauvais moment, au mauvais endroit. On va continuer dans les sports et loisirs avec la vidéo de Ludomas, qui est un abonné à la chaîne et qui nous a envoyé cet extrait. Cette fois, on parle de ski et Ludo a vu son ami en direct se faire prendre dans une avalanche avec son drone. Vous retrouverez sa vidéo juste ici, il explique comment ça s'est passé et tout le process. En tout cas, une plaque s'est détachée, son ami a pu déclencher son airbag et en plus d'avoir filmé l'avalanche avec le drone, ça a permis surtout de rassurer Ludo car il a pu le suivre pendant toute l'avalanche et voir qu'il s'en est sorti sans souci. On est content que malgré les images qui sont impressionnantes, il s'en soit sorti indemne et ça nous permet de faire une excellente transition avec les dispositifs de secours et d'urgence qui sont embarqués sur les drones. Le problème avec un drone de secours, c'est bien souvent, même si on peut émettre, si on peut parler à travers un haut-parleur, on peut pas entendre ce que nous disent les victimes qui sont recherchées. Mathis, retourne au travail. C'est pour ça que la société néo-zélandaise Doterel a planché sur le sujet et nous a sorti une perche télescopique avec un micro à mettre sur un drone. Ça fonctionne déjà avec le fait d'avoir une perche déportée, le fait d'avoir un micro ultra directionnel, mais aussi d'avoir mis des algorithmes pour diminuer le bruit du drone dans l'audio. L'utilisation du haut-parleur et du micro permet d'envisager des utilisations à distance, ce qui pourrait être extrêmement pratique pour les secours. On vous laisse voir l'extrait, l'audio qui est issu de ces images et l'audio qui était capturé par le drone. What I was just trying to say might have been a call for help, it might have been critical instructions, it could have even been a threat.
Vous le savez, sur Drone News, on aime bien les news à base de feux d'artifice et de drones. Sauf que dernièrement, on a vu des feux d'artifice un peu instables. Le premier événement qu'on a pu voir cet été qui a mal tourné se situait dans la ville de Qingdao, entre Pékin et Shanghai. Il s'agissait d'un show aérien pour l'ouverture d'un festival de la bière locale. Les drones ont commencé à descendre doucement dans la foule, et d'ailleurs on est surpris que le show aérien avait lieu juste au-dessus de la tête des gens. Et voyant les drones descendre doucement, visiblement, pas mal de personnes ont essayé de les récupérer en les prenant directement à la main, ce qui peut être extrêmement dangereux même s'il y a une protection d'hélice. Si vous êtes pilote de drone, vous avez peut-être déjà pu constater autour de vous que les gens ne se rendent pas compte à quel point les blessures par hélice peuvent être dangereuses. Et là, on a assisté à un mouvement de foule où les gens essayaient de choper les drones pour pouvoir les récupérer, les garder. Et donc c'est intéressant parce que c'est un type de comportement qu'on voit pour la première fois et ça serait peut-être un danger à prévenir pour les prochains shows aériens. Les gens se disent pas « Oula, je dois rester à l'écart », mais ils essayent de choper les drones. Et la deuxième vidéo qui a buzzé, vous avez sûrement dû la voir sur internet, c'est un autre show aérien où les drones tombent doucement dans le public, qui s'est déroulé cette fois à Shenzhou, dans le nord-est de la Chine. Il s'agissait cette fois d'un show par drone qui était commandé par une chaîne de magasins pour son 10e anniversaire. Là encore beaucoup de chance, personne n'a été blessé par l'incident, mais cette fois la raison invoquée serait encore différente, ce serait apparemment une guerre entre concurrents qui viendrait perturber le signal. Des caméras de surveillance auraient vu des employés à proximité du show avec un appareil de brouillage. Ils étaient passés aux aveux et le responsable de la société avait avoué vouloir se venger de son concurrent. C'est intéressant parce qu'on est encore dans l'émerveillement de cette nouvelle technologie et on voit qu'il y a des problématiques différentes qui peuvent les entourer. En tout cas, il y en a qui sont toujours réactifs quand il faut. C'est les législateurs français. Ils ont décidé d'interdire ce type de show en France sans autorisation spéciale. Cette décision nous vient du ministère en charge des transports et une conséquence directe de ces incidents en Chine. Et là, pour tout vous dire, on est extrêmement surpris de cette décision étant donné qu'il serait impossible en France de faire des shows aériens dans les mêmes conditions qu'ils ont été réalisés en Chine parce que c'est impossible à faire aujourd'hui. Déjà, il est strictement impossible de survoler du public avec des drones. Qui plus est, il faut des dérogations préfectorales pour faire des vols de nuit. Donc on rajoute une petite couche réglementaire, ça fait toujours du bien. C'est faux, bien évidemment. Et en parlant législateur, la nouvelle loi qui encadre l'utilisation des drones par la force de l'ordre vient de passer au Parlement. Elle est maintenant en cours au Sénat et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir publiquement les échanges qui ont été faits entre les députés pour débattre de cette loi et des amendements qui ont été proposés. Ça vaut le détour. Si vous connaissez un peu la réglementation, vous verrez que parfois certains députés sont vraiment pas au courant de la réglementation. On peut voir des échanges ubuesques dans lesquels on peut voir des parlementaires qui disent que le cadre réglementaire des drones n'est vraiment pas assez bien contrôlé, que c'est vraiment trop flexible. On peut voir par exemple le député Jean-Paul Lecoq dire qu'il avait utilisé un drone dans un mariage et que les capacités que pouvait avoir le drone en termes de suivi étaient folles, et dire bah attention, si le drone est utilisé en ville, c'est de la surveillance, etc. Le non-survol de loisirs en ville, c'est une règle de base et il faut des autorisations pour ça. On peut y voir également monsieur Pacôme Rupin, également député, qui trouve que le cadre réglementaire est trop laxiste. Là aussi, j'invite notre cher député à faire des recherches sur la réglementation applicable et voir que déjà si 1% des personnes concernant la réglementation loisirs qui va arriver sont incapables de l'expliquer, non, le cadre réglementaire est bien défini et extrêmement strict, en particulier pour le loisir. Alors, heureusement, c'est pas tous les députés comme ça, mais il y a certains échanges, en étant dans le métier, ça nous semble hallucinant. Si vous voulez vous-même constater l'étendue des dégâts, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale où tous les échanges sont disponibles publiquement. Allez, on enchaîne avec une innovation technologique de l'entreprise Caltech qui nous propose un drone à la fois robot et drone, c'est-à-dire qu'il peut à la fois voler et marcher. Le nom de ce drone, c'est Leonardo et son objectif, c'est de pouvoir à la fois survoler les obstacles tout en gardant de l'autonomie en marchant lorsque le sol est adéquat. Grâce à ça, Leonardo marche, vole, mais peut aussi faire de la scatline, c'est original. L'intérêt de voir qu'avec ce système hybride, ça permet non seulement de pouvoir traverser les obstacles, mais aussi de pouvoir avoir un robot extrêmement stable, même en situation de déséquilibre. Ce robot a par exemple appris à faire du skateboard. Bref, c'est une preuve de concept intéressante et un nouvel axe de recherche pour la robotique et le drone. Allez, on va terminer avec des belles images. Vous avez peut-être dû le voir aux informations, il y a un volcan qui est rentré en éruption sur une île des Canaries qui s'appelle la Palma. Les images qui ont buzzé, c'est celles d'André UFPV, des images au ralenti, à travers la lave. Ça passe parfois très proche du drone et c'est juste magnifique. Et on se dit qu'il a eu de la chance d'avoir un appareil qui est rentré sain et sauf. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un autre pilote, Luca Morandini, qui a essayé de prendre les mêmes images et pour lui, ça a failli encore plus mal tourner. En volant voler au-dessus de la lave, il s'est approché d'une zone où il y a des scories, donc des morceaux de roche qui ont été soufflés avec une explosion. Et le drone s'est pris une avalanche de pierres dans la figure, on a bien cru qu'il allait le perdre à un moment donné. Il a réussi à le récupérer in extremis et je pense que le drone n'est pas vraiment indemne. Allez, j'espère que toutes ces nouvelles et toutes ces images vous auront plu. Dites-le nous en commentaire si c'est le cas. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!